Comment prédimensionner une semelle filante? Comment calculer une semelle filante? Comment dimensionner une semelle filante? Quels sont les éléments nécessaires que l'ingénieur est censé de tenir compte pour bien prédimensionner la semelle filante, calculer la semelle filante ainsi que la dimensionner? Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet, le pack complet, le bâtiment RP7-D qu'on avait commencé ensemble avec vous. Nous allons donc enchaîner notre formation. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble avec vous comment l'ingénieur peut donc prédimensionner premièrement une semelle filante et puis de la dimensionner. Je m'en vais rapidement sur Robot Structural Analysis, ok, professionnel. La fois passée, on avait prédimensionné ensemble avec vous, c'était sur le logiciel Robot Structural Analysis, une semelle isolée. On avait dimensionné cette semelle. Après avoir effectué d'autres vérifications, on avait opté pour dire que la semelle filante, disons comment la semelle isolée, était bel et bien une semelle économique. Vous voyez, puisque je vous avais dit que pour vérifier l'économie d'une semelle isolée, l'ingénieur est censé de regarder beaucoup plus des paramètres. La première des choses, l'ingénieur doit se rassurer au moins que entre des semelles ou entre les semelles, il n'y a pas chevauchement. Et deuxièmement, l'ingénieur est censé de vérifier si, c'est-à-dire le pourcentage, ok, donc de la section ou des sections de toutes les semelles ne dépasse pas les 50% de la surface des bâtiments. Ok, donc on avait fait ça ensemble avec vous. Si par contre que vous n'avez pas suivi cette formation, je vous prierai tout simplement d'aller sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel. Allez-y, vous allez voir tout ce que je postais par rapport à ça. Alors les amis, aujourd'hui maintenant nous allons voir, donc comme je l'ai dit au début, la semelle filante. La première question que j'aimerais vous poser, c'est d'abord de savoir sur base de quoi un ingénieur peut faire le choix d'une fondation. C'est-à-dire, comme le projet que nous sommes en train de calculer ensemble avec vous, j'ai un bâtiment R+7-D. Quels sont les paramètres qui peuvent donc m'aider pour déterminer directement le type de fondation que je suis obligé d'utiliser dans ce projet? Est-ce que l'ingénieur doit directement se baser à utiliser une semelle, à semelle isolée? Est-ce qu'une semelle filante? Ou bien directement de passer à un radier général? Vous voyez, et aussi, il faut bien maîtriser les paramètres. Saviez-vous que, en réalité, une longrine n'est pas une fondation? Une longrine ne reçoit pas exactement des charges verticales, ok, comme une semelle filante, mais plutôt une longrine peut aider tout simplement et de manière à ce que les charges horizontaux soient prises en compte, puisque ça vient justement au support, ok, des semelles isolées pour éviter de manière à ce que vous puissiez avoir des tassements différentiels, ok. Donc, les amis, donc si vous êtes prêts, j'aimerais que vous puissiez me suivre tout simplement après ce générique. Comme ça, nous allons décortiquer ensemble avec vous les calculs d'une semelle filante. Salut chère communauté, salut tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je l'ai dit dans mon introduction, la formation que nous allons faire tout à l'heure ensemble avec vous, donc j'aimerais vous montrer comment dimensionner une semelle filante. Après avoir étudié une semelle isolée, on avait opté que la semelle isolée était bel et bien une semelle économique. Mais qu'à cela détienne, je vous avais promis au moins que je vais vous montrer également comment dimensionner, donc prédimensionner, calculer et dimensionner une semelle filante. Et puis, on pourra vérifier également l'économie de cette semelle. Voilà, donc à l'entrée des jeux ici, avant de faire le choix d'une semelle filante, eh bien, l'ingénieur est censé premièrement de faire les prédimensionnements. Je vais rentrer d'abord ici. Mais déjà, ce qu'il faut retenir dans notre projet, voici ce que nous allons donc utiliser. La base ici, c'est-à-dire la base
de la semelle filante, donc je fais une coupe. Ok, je fais tout simplement une coupe transversale. Ok, donc ça dit la base de la semelle filante que nous allons utiliser ici, donc le B. Ok, le B ici. Nous allons prendre une base de 1 mètre. Voilà, nous allons travailler avec une base d'1 mètre. Donc B, ça sera égal à 1 mètre. Mais tandis que maintenant la longueur, ok, donc je mets ça en perspective ici, la longueur dans le grand L ici, sera justement fonction, ça c'est L, hein, donc ça sera fonction tout simplement de la longueur ici. Mais néanmoins, il faudrait que nous puissions rajouter de part et d'autre justement les débords. Ok, donc là, ça va faire 1 mètre, comme je l'ai dit. De l'autre côté, comme la base, ça fait donc 10 mètres, je vais rajouter, je prends donc 50 cm à gauche et 50 cm à droite. Donc cela va dire quoi ici? J'aurai donc 11 mètres, ok? 11 mètres. Bon, carrément, 50 aussi, c'est trop. Hein? Je peux prendre même 20 mètres. Bon, prenons seulement 50 cm à gauche et 50 cm à droite. Donc, c'est pour dire ici que j'aurai le grand L ici. Ça va faire donc 11 mètres. Voilà, le grand L ici, ça sera dans les 11 mètres. Donc là, je sais très bien ma base et le grand L. OK? Alors, cette hauteur ici, c'est tout simplement le mi. OK? Mais néanmoins, à ce qui me concerne, je suis en train de les calculer directement sur les logiciels Robot Structural Analysis. Donc, je peux y aller directement. Voilà. Les amis, regardez maintenant ce que je vais faire ici. En réalité, je suis obligé de passer directement donc à la modélisation. Mais avant cela, je récite un peu beaucoup de questions hein, sur le prédimensionnement. Comment peut-on prédimensionner donc une semelle filante? Alors, j'aimerais vous aider rapidement, les amis. Je vais essayer un peu d'épingler quelques points qui pourra vous aider de maîtriser le prédimensionnement. Regardez comment est-ce que vous allez prédimensionner donc une semelle filante. La première des choses, il faudrait que vous puissiez d'abord coter, ok? Coter d'abord la semelle, donc c'est ça la semelle filante, ok? Il faudrait d'abord que vous puissiez coter ici, donc ça dit ici, j'ai donc le B, ok? Donc c'est ça, le grand B qui est bien sûr l'inconnu, ok? En première position, ça, le grand B demeure inconnu. De l'autre côté ici, également, je suppose que c'est l'inconnu. Pour mon cas, c'est connu, hein, donc j'ai déjà calculé, donc ça fait 11 mètres là. De l'autre côté, j'aurai une base de 1 mètre. Mais je prends également le grand L ici comme inconnu. Ok, donc je vais vous montrer comment les calculer. Et puis là également, vous aurez donc le petit b. Ok, ça c'est le petit b. Le petit b n'est rien d'autre que, ça sera tout simplement donc soit le mire. Le petit b, ça peut être aussi la maçonnerie de blocs, tout comme en miroir. Ok, donc ça dépend. Voilà. Et puis, à part ça, également, vous aurez besoin de cette hauteur. Ok, vous aurez besoin de cette hauteur. Donc, les H ici. Voilà, les H aussi, c'est inconnu. Ok, c'est inconnu. Mais néanmoins, avec tout ce que vous voyez ici, le L me porte P ici. Le L, je peux ou à ne pas considérer ça comme un inconnu. Donc, d'autant plus que moi, je vais calculer d'abord, je vais trouver la section. Ok, la section de dimension de la semelle filante. Donc justement, je vais savoir d'abord la base et la hauteur. C'est ce qui est beaucoup plus important puisque la hauteur dépend, la longueur dépend tout simplement justement du bâtiment aussi. Ça dépend du bâtiment, donc c'est juste question de compléter. Comme je le fais de l'autre côté, vous complétez seulement les débords. Ok, donc je prends que des inconnus, les H et le B ici. Ok, voilà. Alors maintenant, si je vais prédimensionner rapidement, ok? Si je vais prédimensionner par exemple la semelle filante, je suis obligé de faire quoi? Bon, je vais considérer L, je prends par exemple L égale à 1 mètre. Ok? Je prends L égale à 1 mètre. Ok? Comment maintenant je vais prédimensionner donc la semelle isolée? Disons comment la semelle filante. Voilà, je viens ici. Si je vais prédimensionner ça, la première des choses à faire, comme je l'ai dit, donc L, j'ai pris L égale à 1 mètre. Ok? Il faut connaître également l'effort normal dit justement à la charge permanente. Dans le NG, il y a plusieurs procédures, donc il faut connaître d'abord le NG, ok? C'est-à-dire c'est l'effort normal dit à la charge permanente. Il faudrait connaître également le N qui, ok? Qui est bien sûr dans la charge, l'effort normal dit à la charge d'exploitation.
OK? Étant donné que les D sont connus, alors vous avez également la contrainte, OK? La contrainte admissible du sol, OK? La contrainte admissible du sol, OK? Et puis, et aussi, justement, le C, OK? Par rapport, bien sûr, à l'arrobage, c'est qu'il faut maintenant faire ici, si je connais très bien tout ce que je viens de mentionner ici. Si par contre que vous avez modélisé les bâtiments sur Robot Structural Analysis, les amis, dans NG, NKey, c'est facile à voir, hein? C'est très très facile, c'est juste question de rentrer ici. Si au moins vous avez fait la combinaison, OK? Vous prenez directement partie de la combinaison ou carrément, vous pouvez directement prendre l'effort normal directement par rapport à la charge permanente, OK? Et puis vous vérifiez également par rapport à la charge d'exploitation. Alors, maintenant, premièrement, je vais chercher d'abord B. OK? Je vais d'abord trouver le B ici, c'est-à-dire la base de la semelle. Comment maintenant je vais trouver la base de la semelle? La première des choses à savoir est que la contrainte, la condition nous dit que la contrainte réellement, la contrainte, c'est-à-dire la contrainte des calculs, doit être inférieure, OK, ou égale à la contrainte admissible du sol. OK? C'est-à-dire la contrainte ici, je peux nommer ça soit la contrainte C, c'est-à-dire ça représente tout simplement la contrainte des calculs, hein, en fonction bien sûr de la descente des charges, doit être inférieure ou égale à la contrainte admissible du sol. Ça, c'est d'abord la condition. OK? Si par contre que vous maîtrisez déjà cette condition, c'est important pour vous. Alors, étant donné que la condition est connue, maintenant, j'ai posé également ici que L, pour mon cas ici, j'ai pris L égale à 1 mètre. OK? Alors, cela revient à dire quoi ici? Si je vais trouver maintenant le B ici, c'est-à-dire le B, qui est bien sûr la base, selon la formule, doit être supérieur ou égal à NS, OK, dans l'effort normal par rapport à S, bien sûr, de la surface, sur la contrainte admissible du sol. OK? Ça, c'est justement pour trouver donc le B ici. Pour trouver les B. OK? Voilà donc la deuxième formule. Ça, ce n'est que pour trouver le B. OK? Que je vous ai montré de l'autre côté au début. Alors, maintenant, les NS, comment vous allez trouver les NS? Les NS n'est rien d'autre que, c'est-à-dire, ça représente tout simplement, c'est la somme en fait. C'est la somme de NG plus NK. OK? Donc, c'est comme l'effort normal global. L'effort normal total en fait. OK? Donc, vous additionnez seulement l'effort normal dit à la charge permanente plus l'effort normal dit à la charge d'exploitation. Donc, c'est-à-dire quoi ici? C'est-à-dire que le NS, OK, si vous voulez avoir NS, NS sera égal, donc comme je l'ai dit, à N, NG, plus les N qui. OK? Donc là, je suis en train de poser des formules qui pourront donc vous aider à bien prédimensionner. Voilà. Vous voyez, donc c'est pour dire que là, déjà, c'est bon. Vous savez comment obtenir NS, la contrainte. OK? Dès que vous avez la contrainte, et puis vous trouvez directement le B. OK? Donc c'est très très simple. Là, je finis avec B. Alors maintenant, comment est-ce que vous serez à mesure de trouver également les H? OK? L'inconnu H qu'on avait posé de l'autre côté. Alors, si je vais trouver H, H n'est rien d'autre que la hauteur. OK? La hauteur totale justement de la semelle filante. Alors, H doit être égal justement à 2, OK? À 2 plus le C. Le C que j'avais écrit au début là. C'est par cette formule que vous allez trouver donc la hauteur H. OK? Alors, pour essayer un peu de bien expliciter, je peux faire encore une fois de plus une coupe transversale ici de la semelle filante. OK? Voilà, c'est-à-dire, là, vous avez les armatures. Alors, si je vais coter ici, pour essayer un peu de différencier D et C, comprenez seulement que D ici, c'est ça, ce qu'on appelle 2. C'est la hauteur totale moins le C, c'est-à-dire l'enrobage. Tandis que le C, c'est tout simplement cette hauteur d'enrobage. Généralement, on prend soit des 5 cm, donc ça dépend. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Alors, maintenant, le D, si je vais trouver D ici, OK? Pour bien calculer ça pour avoir 2, la formule est justement, c'est juste question de poser. Donc, vous allez prendre 2
doit être supérieur, ok, selon la formule. Donc, attendez, je peux reprendre ça ici. D doit être donc supérieur ou égal à B, donc le grand B, la base que vous avez trouvée ici, moins le petit b, ok, sur 4. C'est par cette formule que vous serez donc à mesure de trouver le D ici. Vous voyez les amis? C'est comme ça qu'il faut justement faire. Mais néanmoins, à ne pas confondre la contrainte admissible ainsi que la contrainte, comme j'ai dit, donc c'est considéré comme une contrainte de calcul, mais néanmoins, c'est le poids propre en fait de la semelle. Ok? À ne pas confondre la contrainte ici, comme j'avais dit au début, doit être inférieur ou égal à la contrainte admissible à Addison. Ok? Ça, c'est la contrainte admissible à Addison. Mais ça représente en fait dans le poids, ok, donc on peut appeler ça comme ça représente tout simplement le poids de la semelle. Vous voyez? Ça représente le poids de la semelle. Ok? Le poids de la semelle. Donc, si par contre que vous calculez un bâtiment R+7, donc il faut tenir compte justement de la descente de charge. Ok? Donc le poids de la semelle a bien sûr fonction de la descente de charge. Ok? Donc voilà en fait les amis, ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne les prédimensionnements. Donc si par contre que vous respectez tout ce que je viens de mettre ici comme formule, eh bien vous allez directement dimensionner la semelle filante sans problème. Voilà, avant de passer maintenant sur Robot Structural Analysis, je vais rentrer également au début les amis. Là, nous avons fini avec les prédimensionnements. Ok? Pour mon cas, je vous ai dit que j'ai opté pour la base de 1 mètre. La longueur, ça fait 11 mètres. Et cette hauteur ici, ok? Cette hauteur ici, j'avais pris donc une hauteur plutôt de 30 cm. Donc ça sera 1 mètre, ça fera 0,30. Voilà, de 30 cm. Non, c'était j'avais pris, dans les calculs, j'avais opté de 30, je peux arrondir ça un tout petit peu, je prends des 40 cm. Ok? Je vais voir à quoi ça ressemble, je prends donc des 40 cm. Voilà. Alors, avant d'évoluer les amis, là également, vous avez même la possibilité de calculer aussi, par exemple, le ferraillage. Hein. Vous avez la possibilité de calculer le ferraillage à la main. Bien sûr que nous allons faire ça ensemble avec moi sur Robot Structural Analysis. Mais néanmoins, je vais profiter pour essayer un peu de mettre encore quelques formules qui pourront donc vous aider, de calculer même aussi la section d'armature à la main. Ok, puisque j'avais réussi en fait quelques questions. Les amis m'ont demandé si je peux également montrer comment calculer la semelle filante à la main. Bon, je peux profiter également. Voilà. Là, on a fini avec les prédimensionnements. Alors, maintenant, si par contre que vous voulez calculer par exemple le ferraillage, regardez ce qu'il faut faire les amis. Par exemple, je vais commencer avec le ferraillage en hélice. Ok? Le ferraillage en hélice. Attendez, je ne sais pas si je vais bien l'écrire. J'écris. Voilà, comprenez seulement, comme je dis, hein, dans ce ferraillage, puisque écrit ici, c'est très très compliqué. Voilà, ferraillage en hélice. Voilà. Voilà, donc si je vais calculer le ferraillage par exemple en hélice, alors sachez-le seulement que il faudrait, donc c'est-à-dire que la section d'armature sera tout simplement égale à quoi? Ça sera égal à NU. Ok, NI donc ça sera donc la descente des charges totale multiplié par B, ok, multiplié par B moins petit b, c'est-à-dire le grand B moins petit b sur, ok, sur 8 D 8 multiplié par 2 multiplié par la contrainte S, ok. Donc, c'est par cette formule que vous serez à mesure de calculer donc le ferraillage, bien sûr, en hélice. Autrement dit, la section d'armature. Alors, maintenant, comment vous serez à mesure? Le grand problème est que de savoir comment l'ingénieur sera à mesure maintenant de déterminer directement, de trouver dans le NI ici. Ok? Comment vous allez trouver dans le NI? Sachez-le seulement que les NI, pour trouver le NI, donc les NI, je vais écrire un peu, mettre ça en gras. Les NI sera égal justement à 1.35. 1.35, vous savez déjà, non? 1.35, ça dit c'est la pondération, en fait, bien sûr, dans la pondération de la charge permanente. 1.35, que vous allez multiplier par les NG, que je vous avais montré au début là, plus le 1.5,
ok, pondération donc de la charge d'exploitation, que vous allez multiplier également par le NI. Voilà, donc c'est ça en fait la formule que vous allez utiliser pour trouver rapidement donc le NU. Ok, donc c'est l'effort normal en fait global, déjà pondéré. Ok, qui va vous aider directement donc de calculer, de trouver le ferraillage bien sûr en Élie. Alors, maintenant, le deuxième point également, comment trouver maintenant les D ici, les D que vous voyez ici, je vous avais déjà montré. Dans le D, j'avais dit que pour trouver le D doit être donc supérieur ou égal à grand B, les grands B, c'est-à-dire après prédimensionnement qu'on avait déjà trouvé, moins le petit b, que vous allez maintenant diviser par 4. Ok, que vous allez diviser par 4. Voilà, donc c'est ça, c'est également la formule. Pour trouver donc le petit d. Ok. Alors, comment maintenant vous allez trouver également la contrainte S ici? Alors, pour trouver ça, cette contrainte S n'est rien d'autre que, ok, le FE, c'est-à-dire caractéristique de l'acier, sur les gamma S. Sur les gamma S. Vous voyez? Voilà, sur les gamma S. Ok? Donc, voilà en fait ce que je voulais vous montrer jusqu'à ce niveau. Donc, sachant déjà la formule que je viens de mettre ici, vous savez comment trouver NI, vous savez comment trouver 2, vous savez comment trouver gamma S. Eh bien, ça vous donne directement une idée claire afin de calculer directement le ferraillage, bien sûr, en Élie. Ça, c'est 1. Ok? Ça, c'est le ferraillage en Élie. Le point 1. Alors, le point 2 maintenant. Le point 2. Comment trouver maintenant le ferraillage? Ferraillage. Ben, cette fois-ci maintenant en LS. Ok? C'est très important de maîtriser les deux puisque l'LS vous donne également une idée à ce qui concerne les vérifications. Pour l'LS, c'est beaucoup plus simple. Sachez seulement que pour l'LS ici, l'ingénieur est censé de tenir compte de différentes fissurations. Ok? Les différentes fissurations, ça dépend des types de fissurations que vous allez considérer. Vous allez voir quand nous allons travailler sur Robot Structural Analysis, vous allez voir que Robot va nous proposer ça clairement. C'est bien détaillé. Ok? Par exemple, le premier point ici, première artéris. Alors, pour les cas d'une fissuration, ok, fissuration, je ne saurais pas bien écrire, préjudiciable. Ok, donc si vous avez le temps, vous pouvez noter concernant tout ce que je suis en train de dire. Dans les cas de fissuration préjudiciable, sachez-le seulement que la section A ici, c'est qu'on considère, donc on considère les A, donc pour trouver la valeur des A, on considère tout simplement les 10% justement de la section d'acier. Ok, donc cela veut dire quoi ici? Dans les A, sera égal à 1 point, ça fera donc 1.1, ok, multiplié par les AI. Ça, c'est dans les cas d'une fissuration préjudiciable. Allez-y sur Bayel, vous allez bien trouver tout ce que je suis en train de dire. C'est bien détaillé aussi. Dans les cas d'une fissuration, ok, très préjudiciable, ok, je peux prendre que des cas par exemple, très préjudiciable. Ici, maintenant, il faut savoir que les A ici, donc on considère tout simplement, au lieu de considérer les 10% des sections d'acier, là on considère les 10%, les 50% des sections d'acier. C'est ce qui fait qu'on aura dans le 1.50, ok, ou 1.5 AI. Voilà. Donc voilà en fait les amis, c'est que je voulais vous montrer déjà par rapport à ça. Ok, donc je crois que jusque là c'est clair. Ok. Alors, après ça maintenant, le premier point, deuxième point, toujours au niveau de ferraillage en Élie et LS, vous avez bien compris. Maintenant, à part ça aussi, le troisième point, comment maintenant l'ingénieur peut calculer les armatures des répartitions? Ok, armature des répartitions par exemple. C'est très important de maîtriser la main, mais aussi maîtriser le logiciel, puisque le logiciel vous donne la précision et puis la rapidité. Voilà, là maintenant nous allons calculer donc les armatures des répartitions. Alors pour trouver les armatures des répartitions, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste question de calculer les AR, qui est bien sûr armature des répartitions. Ok, sera tout simplement égal à quoi? Ça sera égal au grand A, que je vais diviser maintenant par 4, multiplié par B. Ok, donc c'est ça la formule pour trouver
armatures de répartition. OK? Alors, mais ce qu'il faut savoir au moins, le B ici, ça sera donc pris en mètres. Il faut considérer ça donc en mètres. Voilà. OK, donc jusque-là, je crois que c'est bon, il n'y a pas de problème. Je suis en train de poser que des formules. C'est à vous maintenant de prendre tout ce que je suis en train de mettre comme formule et puis d'appliquer. Vous voyez? Ben, si par contre que vous voulez augmenter vos connaissances, par exemple, maîtriser les calculs descriptifs à la main, déjà là, nous sommes en train de travailler sur un projet, ok, dans les calculs descriptifs à la main, de A à Z. Nous travaillons sur un bâtiment R+5. Contactez-moi inbox, achetez le livret pack complet, des calculs descriptifs à la main. Je vais vous envoyer les fichiers, ok? Vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais déçus. Je peux vous rassurer au moins que vous allez maîtriser tout ce que je suis en train de dire ici. Là, je pose que des formules. Je donne également des principes. C'est à vous maintenant d'appliquer. Mais si vous avez des soucis, il n'y a pas de problème, contactez-moi. Eh bien, je pourrai vous aider rapidement afin de bien maîtriser ça. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, déjà, les amis, voilà ce que je voulais vous montrer ici. Alors, je vais d'abord rentrer rapidement ici. Je rentre ici rapidement. Une fois prédimensionné, rien qu'avec ce que je viens de calculer ici, attendez, je peux également rentrer là où j'étais. OK? Rien que ce que je viens de calculer ici, ça me donne une idée claire à ce qui concerne les deux types d'armatures que moi j'aurai ici. Par exemple, les armatures de répartition ainsi que le ferraillage soit en ELI, tout comme en LS. Étant donné que les armatures de répartition sont connues, maintenant si je vais faire également le ferraillage bien sûr en LS, ok, comme je l'avais fait au début là. Voilà, donc regardez à quoi ça ressemble. Donc c'est-à-dire qu'à ce niveau ici, ferraillage LS. Voilà. C'est-à-dire que les AS ici, ferraillage en LS, sera égal à quoi ici? Donc ça sera tout simplement égal à NS, ok, que je vais multiplier par le grand B moins le petit b. Ok, la même formule, mais sauf qu'ici maintenant ça sera NS et non NU. Ok, sur 8 multiplié par 2 multiplié par gamma S. Ok, donc si je vais maintenant trouver rapidement les NS, comme je vous avais montré, c'est comme les NI. Là maintenant, le NS sera égal à NG. Ok, que je vais additionner par les NQ. Trouver directement le NS. Ok, et les D également, la même formule. Donc le D doit être supérieur ou égal à B. Le grand B moins le petit b. Que je vais diviser maintenant par 4. Ok, donc regardez en fait les formules qui pourra aussi nous aider. Alors, maintenant, les grands soucis ou les grands problèmes, c'est au niveau de la contrainte S ici. La contrainte S ici. Alors, ce qu'il faut comprendre au moins, le principe de fissuration préjudiciable et le principe de fissuration très préjudiciable aussi vient en aide, comme je l'avais dit déjà. Alors, comprenez que pour la fissuration, ok, préjudiciable, donc j'écris que FP, c'est-à-dire fissuration préjudiciable. Alors, les gamma S ou la contrainte S ici, la formule sera égale donc au min multiplié par le D tiers, ok, multiplié par les D tiers de FE, ok, caractéristique de l'acier, ok, et puis le 110 racine carrée de min multiplié par FT 28, ok, par rapport au béton bien sûr. Voilà. Mais néanmoins, ce qu'il faut savoir à ce niveau ici, donc le N ici, la valeur de N sera donc de 1.6. Ok, allez-y regarder dans Bayel, vous allez voir que c'est bien mentionné, ça sera égal à 1.6. Vous voyez, ça c'est pour le cas d'une fissuration préjudiciable. Mais pour une fissuration très préjudiciable, donc je mets PTP, c'est-à-dire fissuration très préjudiciable, retenez que la contrainte S ici sera égale à min le 1 demi, ok, multiplié par le FE de l'acier. Là maintenant ça sera les 90
racine carrée, justement de n, multiplié par m, multiplié par ft, 28. Voilà. Donc ça, c'est pour la fissuration préjudiciable. De l'autre côté, vous avez pour la fissuration très préjudiciable. OK? Donc c'est comme ça que vous serez à mesure, les amis, de pouvoir bien calculer donc tout ce que je viens de numérer là. Maintenant, le problème aussi, c'est au niveau de la disposition, par exemple, disposition maintenant, des dispositions constructives, je peux appeler ça comme ça, et des armatures et tout ce qui va avec. Alors, par rapport à la disposition, il faudrait que vous puissiez également calculer la longueur justement de scellement. Alors, je pourrais également vous montrer quelques formules qui vont vous aider de la calculer. Ok, par exemple, si je vais calculer ça ici, regardez la procédure, hein, comment faire pour calculer donc la longueur de scellement. Donc, ça sera égal à quoi ici? Donc, ça sera tout simplement égal. Donc, ici, je suis au niveau de la disposition. Hein, disposition. Voilà, disposition. La longueur. OK. Des scellements. Voilà. Sera égal à quoi ici? Donc, ça dit les LF, S, c'est LS, longueur des scellements, doit être égal, OK, au diamètre sur 4, multiplié par le FE, OK, FE, vous savez très bien, il s'agit bien sûr de l'acier, sur 0,6, OK, mi carré, voilà, S, FTJ. Voilà. Alors, maintenant, ça, ce n'est que le diamètre. Hein, ça, ce n'est que le diamètre. Donc, c'est facile à trouver. Là, vous avez également caractéristiques de l'acier. OK. Maintenant, le FT ici, le FCJ, disons comment le FTJ sera égal à quoi? Pour trouver ça, sera tout simplement égal à 0,6. OK. Donc, plus 0,06 FCJ. OK. Donc, c'est par cette formule que vous serez à mesure donc, de trouver le FTJ. Et vous remplacez directement. Vous avez donc la disposition justement de ce que nous calculons. Maintenant, alors, déjà, il y a quelques conditions ici. Si par exemple, OK, si par exemple que vous trouvez les SS, les LS, c'est-à-dire la longueur des scellements, OK, vous la trouvez donc supérieure à B sur 4, OK, c'est-à-dire que pour ces cas ici, c'est-à-dire que toutes les barres doivent être justement prolongées, OK, jusqu'aux extrémités et comporter justement des crochets. C'est-à-dire le bar ici sera prolongé jusqu'aux extrémités. Si par contre que vous avez une portée de 10 mètres, ou dans notre cas ici, je prends les cas précis, notre portée totale ici, c'est 10 mètres plus 0,50, 0,50, donc ça fait 11 mètres. OK? Les cas que je vous ai montré ici, ça fait 11 mètres. C'est-à-dire quoi? Donc, le bar vont arriver jusqu'à la limite, donc jusqu'à la fin, presque à la fin. Bien sûr, tout en respectant l'enrobage tout simplement. Mais néanmoins, à part ça, il faudrait rajouter les crochets. On doit avoir nécessairement les crochets. C'est obligé d'avoir les crochets. Pourquoi? Puisque le LS ici sort supérieur à B sur 4. Ça, c'est la première condition. OK? C'est très important. C'est à respecter. Mais si par contre, après calcul, que vous trouvez par exemple les S, les LS, OK? Par exemple, le LS, ou autrement dit, vous trouvez le B sur 8, le B sur 8 inférieur ou égal LS, inférieur ou égal à B sur 4, OK? Sachez que pour ce cas ici, il faut savoir que toutes les barres doivent être prolongées, OK, jusqu'aux extrémités aussi, mais peuvent ne pas comporter de crochets. C'est-à-dire les barres seront prolongées, OK, jusqu'aux extrémités, tout en respectant bien sûr l'enrobage de part et d'autre. Mais néanmoins, ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas obligé de placer les crochets. OK, bien sûr au niveau de la semelle filante. Voilà, donc c'est ça en fait ce qu'il faut retenir. Vous voyez? C'est ça en fait ce qu'il faut retenir. Maintenant, la troisième condition maintenant,
Si par exemple, le LS, ok, sort cette fois-ci maintenant inférieur à B sur 8, là ça sort inférieur à B sur 8, alors là maintenant il faut savoir que le bar, ok, ne comporte pas des crochets, ça c'est des 1, et on peut les arrêter par exemple à tout simplement à 1 sur 2, ok, c'est-à-dire là on prend seulement, on peut l'arrêter bien, les arrêter bien avant, c'est-à-dire que on va donc prendre soit une valeur de 0.71, ok, qu'on va donc multiplier par B, ok, ou également on peut faire tout simplement ce qu'on appelle de barres, l'alternation de barres en fait. Ok, donc là on prendra tout simplement le 0,6, 0,86, voilà 0,86 que vous allez multiplier maintenant par B. C'est-à-dire il y aura à peu près des segments comme ça. Ok, vous avez première, deuxième de l'autre côté. Voilà, et puis vous avez encore l'autre ici. Donc là, par exemple, vous avez 0.71 B. Donc c'est pas compliqué les amis, c'est très très simple. Si par contre il y a des complications, eh bien je peux vous aider pour bien maîtriser tout ça. Ok? Mais comprenez seulement que pour les derniers cas ici, le bar ne comporte pas de crochet. Ok? Donc ne peut pas porter des crochets, comme je viens de le mentionner. Alors les amis, maintenant nous allons passer rapidement au vif du sujet. Donc là, on est en train de calculer en fait la semelle filante à la main. Justement, c'était important pour moi de vous montrer tout ce qu'il faut ou tout ce qu'il fallait. Maintenant, nous allons rentrer au vif du sujet. Je vais rentrer maintenant sur Robot Structural Analysis. Je vais essayer un peu d'aller rapidement. Mais néanmoins, avant de passer, je voulais également dire un mot ici. Beaucoup de gens commettent cette erreur, ok, confondent au moins la différence qui existe entre une semelle filante et une semelle isolée. Sachez bien qu'une semelle filante, c'est une semelle notamment coûteuse, ça c'est vrai. Une semelle filante coûte beaucoup plus que la semelle isolée. Ok, puisque là, vous allez dépenser en termes de barres, vous allez dépenser également en termes de volume de béton. Ok, mais néanmoins, il faut savoir que si par contre que vous avez des grandes descentes de charge, ok, telles que j'ai mis ici, vous avez des grandes descentes de charge. Ok, vous calculez un bâtiment, un grand bâtiment, R plus 10, R plus 7, R plus 20, ou bien, je sais pas, R plus 11. Ok, mais néanmoins, vous avez donc une grande descente de charge. Ça, il faut déjà noter, c'est parmi les éléments qui peuvent vous pousser, ok, dans des dimensionnés, et donc une semelle filante. Deuxièmement, également, vous avez soit ce qu'on appelle l'hétérogénéité, justement, de l'assise, ok. L'hétérogénéité de l'assise, c'est-à-dire quoi? Vous avez une couche des sols différentes, ok, une couche des sols différentes. Par exemple, de l'autre côté, vous avez, je prends un exemple, vous avez du sable, et puis à droite, vous avez par exemple de l'argile. Ok, ça peut facilement provoquer ce qu'on appelle l'étassement différentiel. Ça peut créer facilement l'étassement différentiel. Alors, pour essayer un peu d'éviter ça, si par contre que vous réalisez une semelle isolée, ok, bien sûr que vous allez placer la longrine. Mais néanmoins, vous le savez très bien, la longrine n'est pas une fondation. La longrine n'est pas placée dans les catégories ou dans la catégorie des fondations. La longrine, en fait, ça vient tout simplement au support. C'est justement pour limiter, pour éviter, pour casser cet tassement différentiel. Mais néanmoins, la longrine n'est pas une fondation. Ok? Pourquoi? Puisque la longrine ne reçoit pas des sollicitations verticales. Mais plutôt, ça reçoit des sollicitations, je dirais, horizontales. Vous voyez? Donc, c'est différent avec une semelle filante. Alors, troisième condition également, ou troisièmement, si par exemple que vous avez une zone, vous êtes dans une zone fortement sismique, ok? Ça, néanmoins, c'est parmi les éléments qui peuvent pousser en ingénieur, par exemple, ok, donc de penser à une semelle filante, ok, pour ne pas directement aller réaliser un radier général. Alors, vous avez également les sols d'assises à faible CP, donc c'est-à-dire à faible capacité portante, ok, donc l'ingénieur peut penser directement aussi à une semelle filante. À part ça également, vous avez l'existence par exemple des voiles, ok, c'est très très important. Si déjà par contre que vous calculez un bâtiment, vous le savez très bien au niveau des rez-de-chaussée, vous avez des voiles, ok, donc des voiles, bien sûr, ça peut être des mire-voiles ou bien des poutres-voiles, des grands poutres-voiles, des mire-voiles. Eh bien, comprenez directement que ça vaut la peine pour vous de réaliser une semelle filante, ok, contrairement à une semelle isolée, ok, puisqu'une semelle isolée, d'autant plus que la semelle isolée ne reçoit pas
comme je l'ai dit, donc des sollicitations verticales, eh ben, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, donc il faut vraiment tenir compte de tout ça. Et en dernière position, il y a également ce qu'on appelle le semelle isolé proche. Vous voyez? Donc, si par contre que vous avez des semelles isolées très proches, un peu serrées, ok, pour éviter d'avoir des tassements différentiels, ok, mais aussi pour éviter que vous puissiez avoir les chevauchements, eh ben, c'est beaucoup plus conseillé de faire recours à une semelle filante. Ok? Donc, c'est un peu ça. Regardez à quoi ça ressemble. Raison pour laquelle vous allez voir ici, c'est barré. Donc, pour ces genres de cas ici, comme je viens de mentionner ici, donc, c'est pas bon d'opter directement pour une semelle isolée, mais plutôt, il faut faire une semelle filante. Donc, ça, c'est OK. Vous voyez? Maintenant, regardez ici, vous avez donc une semelle filante. OK? Donc, poteau sous semelle filante nervirée. Ça, c'est une semelle filante nervirée. Regardez les poteaux. Donc, c'est bon comme ça. Là, vous avez donc poteau sur semelle filante. OK? De l'autre côté, vous avez donc voile sur semelle filante. Regardez à quoi ça ressemble. Donc, tout ce que je viens d'énumérer ici. OK? Alors, pour essayer un peu de différencier maintenant la semelle isolée ainsi que la semelle filante, regardez la différence ici. Voici comment se comporte une semelle filante. OK? Suite aux sollicitations. OK? Regardez à quoi ça ressemble. C'est pour dire que là, vous avez donc un mire-voile. Vous allez comprendre que la semelle filante reçoivent en réalité toutes les sollicitations verticales ici. OK? La sollicitation verticale ici est réservée, donc est reçue directement par la semelle filante. Mais par contre, de l'autre côté ici, vous allez voir ici que la longrine ne peut pas recevoir des sollicitations verticales ici, mais plutôt, ça soulage, comme je l'avais dit tant soit peu, la longrine, disons comment la semelle isolée. OK? Vous voyez ici, donc, nos sollicitations verticales descendent tout simplement sur le semelle isolé. OK? Mais néanmoins, vous aurez quelques forces horizontales. OK? Que la longrine peut facilement donc prendre en charge. OK? Donc, raison de double des armatures, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, les amis, nous allons passer rapidement au dimensionnement. Regardez maintenant comment je vais faire pour modéliser rapidement et puis dimensionner cette semelle filante. Regardez les amis ce que je vais faire. Alors, la première des choses ici, je vais d'abord commencer par définir, ok, tel que travailler ici. Ok, je vais d'abord commencer à définir les dimensions prédimensionnées ici. Je modélise et après maintenant, je vais calculer et passer maintenant aux vérifications jusqu'à tel point que nous allons dimensionner. OK? Restez connectés les amis, nous allons enchaîner rapidement cette formation. Je crois que pour cette partie, on peut s'arrêter ici. Raison d'éviter que la vidéo soit très longue. Merci de votre disponibilité les amis. Excellente journée. Au revoir.